Bonsoir à toutes et à tous. Deux parties, un contrat, et voilà la chronique d'un bail commercial aux allures de long fleuve tranquille. Sauf que un Covid, deux confinements et quelques couvre-feux plus tard, le long fleuve tranquille peut se transformer en torrent de difficultés. Le service juridique de l'UNIS est submergé, la FAQ de la rue Chateaubriand tourne à plein et l'idée commence à germer dans les esprits d'organiser un live de l'UNIS, et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce soir pour évoquer l'épidémie Covid-19 et les enjeux sur les loyers commerciaux. Pour évoquer cette question, nous avons la chance de recevoir Jean-Pierre Blatter, avocat au barreau de Paris, qui va nous rejoindre. Bonsoir, maître Blatter. Ça n'est pas sombrer dans la flagornerie que de vous décrire comme l'un des plus grands spécialistes français du droit des baux commerciaux, ce qui ne vous exonère pas d'appuyer sur le petit bouton qui devrait allumer votre caméra et faire apparaître votre visage plein de bonhomie, d'empathie et d'expertise. Merci beaucoup, Jean-Pierre Blatter, de voir. Voilà. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Patrick Colomer est avec nous aussi, expert près de la Cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, co-auteur du DALOS sur les baux commerciaux. Nous sommes absolument ravis de passer ce moment à vos côtés. Bonsoir, monsieur. Denis Géniteau est le très respecté président de la commission gestion locative de l'UNIS et il est accompagné par son confrère et ami Jean-François Trabi qui, lui, de son côté, pilote la commission immobilier d'entreprise du même syndicat qui nous reçoit ce soir. Alors, vous qui nous suivez ce soir, vous le savez, vous avez la possibilité, le devoir, j'allais dire, de poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes et j'essaierai d'être votre porte-voix, votre porte-parole au fil de l'eau et au fil de nos débats. Voilà pour le plateau, vous connaissez le principe, des questions pratiques, des réponses précises, concises, vulgarisées au sens noble du mot. Vulgus en latin, ça veut dire le plus grand nombre, donc vulgariser, c'est rendre accessible au plus grand nombre des professionnels de l'UNIS qui nous suivent. On entre tout de suite dans le vif du sujet et je pose la première question à qui voudra bien y répondre. J'imagine que ça doit être maître Blatter. Un locataire soutient, me dit-on, un locataire soutient que les mesures spécifiques liées au Covid le dispensent de payer le loyer et les charges tant que dure l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que c'est vrai? La réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout a commencé avec l'adresse aux Français du président de la République du 16 mars, qui nous a annoncé le confinement qui allait intervenir le lendemain. Et je crois qu'il y a eu un malentendu. Mais il peut y avoir un bien lu si on retourne sur le site de l'Élysée et qu'on lit l'adresse aux Français du président de la République. On a entendu la fin d'un paragraphe et la presse et les médias se sont emparés de cette fin de paragraphe qui disait « Les loyers devront être suspendus ». Tout le monde a dit « Le président de la République nous a annoncé que les loyers devraient être suspendus, donc vous avez un certain nombre d'entreprises, comme Butte par exemple, qui dès le lendemain a annoncé à l'ensemble de ses propriétaires qu'ils ne paieraient plus les loyers, ou d'autres encore. » Et si on lit correctement le bien lu du discours du président de la République, c'était un paragraphe qui concernait les entreprises et la dernière phrase concernait les plus petites d'entre elles, c'est-à-dire les TPE, les plus petites d'entre elles, nous allons les aider avec des reports de charges en ce qui concerne l'électricité, les consommations, et les loyers devront être suspendus. Mais ce n'est qu'une adresse aux Français. Et cette adresse aux Français a donné lieu à une loi, qui est la première loi d'urgence sanitaire, qui est du 23 mars, qui a effectivement autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions qui auraient pour objet de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers et de renoncer aux pénalités financières. Donc on voit que le président de la République et de son discours du 16 mars à la loi du 23 mars, l'entonnoir s'est déjà un peu rétréci. Et puis on va voir cet entonnoir se rétrécir encore plus avec les ordonnances du 25 mars et notamment l'ordonnance du 2020-316, où il n'est plus question du tout
report des loyers ou d'étalement. Et on en est arrivé à une ordonnance qui a simplement pour objet, et je le dis très clairement, et les tribunaux l'ont dit ensuite avec moi, notamment dans une affaire après m'avoir entendu, que les mesures qui ont été adoptées n'avaient pour objet que d'interdire les mesures de coercition en ce qui concerne le paiement des loyers. Alors attendez, vous avez répondu très clairement non. Le locataire qui soutient que les mesures spécifiques liées au Covid ne dispensent de payer le loyer et les charges tant que dure l'état d'urgence sanitaire. Non, ce n'est pas vrai. Autre question très précise, si on essaie d'être vraiment dans la concision des réponses, comme ça je pourrais, parce qu'on est submergé de questions, autant vous le dire tout de go. J'ai un locataire qui ne paye plus le loyer depuis plusieurs mois. Est-ce que j'ai une chance de récupérer un jour les sommes dues? Qui peut répondre? Vous-même, maître? Je vais continuer à répondre en utilisant une expression peut-être vulgaire et peut-être populaire qui est qu'on ne tombe pas un œuf et que par conséquent, si on a un locataire qui est définitivement insolvable, voire déclaré en liquidation judiciaire, on n'a pas de perspective pour récupérer les loyers qui sont à payer. En revanche, il faut faire la distinction entre les loyers de la première période de confinement, celle qui va du 12 mars, puisque c'est précisément la date qui a été retenue par l'ordonnance 316, jusqu'à la fin de la période juridiquement protégée, 23 juin, on en est sorti, et la troisième ou la deuxième période de confinement, dont on n'est pas tout à fait sorti d'ailleurs, la deuxième a été suivie aussitôt de la troisième, les loyers qui sont dus depuis le 17 octobre. En ce qui concerne les premiers, c'est-à-dire ceux correspondant à la période de premier confinement, il est tout à fait possible d'agir en justice pour demander condamnation au paiement. En revanche, en ce qui concerne les loyers qui sont dus depuis le 17 octobre, et ceci à raison de l'article 14 de la loi du 14 novembre qui a prolongé l'état d'urgence, toute action est impossible. À la différence de l'ordonnance 316 qui avait interdit les mesures de coercition, mais qui n'interdisait pas les actions en paiement, l'ordonnance 316 est donc suivie de cette loi du 14 novembre et de son article 14 qui interdit toute action et toute mesure conservatoire jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la fin de la période au cours de laquelle l'entreprise aura été affectée par les mesures administratives qui sont celles qui étaient prévues dans la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire du 9 juillet, c'est-à-dire les interdictions d'accueillir du public ou les interdictions de circulation. Attendez, encore une question qui va dans le même sens, qui poursuit. À quelle date est-ce que je pourrais engager une procédure de résiliation du bail de ce locataire? J'allais y venir en vous disant, je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cet article 14 nous dit, à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suivra la fin des mesures affectant l'entreprise, aujourd'hui, l'entreprise est affectée par le couvre-feu, est affectée par les interdictions d'accueillir du public, et ceci en vertu du décret du 16 mars dernier. Si vous avez entendu le Premier ministre qui nous a dit que c'est pour au moins 4 semaines, mais le surlendemain était publié ce décret du 16 mars qui n'a pas de terme. Il n'a pas de terme et nous n'avons aujourd'hui pour terme que la fin de la période d'urgence sanitaire qui a été prolongée par la loi du 15 février, qui est le 1er juin. Donc on peut se dire, sauf prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qu'à partir du 1er juin, je vais pouvoir engager des procédures tendant au paiement des loyers, puisque à cette date-là, sauf prolongation, on n'aura plus de mesures administratives. Mais pour le moment, je dis, on ne peut pas engager de procédure. Autre question qui nous parvient depuis Bordeaux. J'ai tout essayé pour aider mon locataire à trouver une solution
pour le paiement de ses loyers, mais il ne répond à aucun de mes courriers. Est-ce que je prends un risque si j'engage une procédure? Réponse rapide. Si ce sont des loyers qui sont antérieurs au 17 octobre, il ne prend pas de risque. Et au contraire, on peut penser que le tribunal va apprécier sa bonne foi, parce que c'est une notion qui apparaît beaucoup dans toutes les décisions de jurisprudence, la bonne foi du propriétaire qui a fait un geste vers son locataire, qui lui a offert la mensualisation au lieu du paiement par trimestre, qui lui a proposé des reports, qui lui a proposé un étalement. Et je pense que là, on ne prend pas de risque, si ce n'est de se voir opposer une résistance de la part du locataire. Si en revanche, ce sont des loyers qui sont dus depuis le 17 octobre, vous prenez le risque d'être purement et simplement débouté de votre demande à cause de l'article 14 de la loi du 14 novembre. En cas d'impossibilité de recouvrement, est-ce que je peux invoquer, entre guillemets, le fait du prince et demander une indemnisation à l'État? C'est l'État qui a décrété le confinement et la fermeture de certains commerces. Oui, un jour, j'avais plaidé une affaire d'accident parce qu'un passant avait été mordu par un chien dans des conditions qui n'étaient pas graves. Et j'avais conclu devant le tribunal correctionnel en disant qu'il fallait condamner le chien. Là, la notion de fait du prince est quelque chose qui est tout à fait restreint. Ça ne s'applique qu'en matière de droit administratif, pour les contrats qui sont passés avec l'État ou les collectivités publiques. Et effectivement, on admet que l'État ou les collectivités publiques doivent indemniser le co-contractant du préjudice qu'il aura subi du fait d'une mesure qui viendrait lui préjudicier dans l'exécution de son contrat. Mais je ne pense pas que ce fait du prince, qui n'est pas applicable en matière de droit civil, puisse être utilisé pour se retourner contre l'État, lequel État a déjà fait beaucoup, voire énormément pour les entreprises, par le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité et un certain nombre d'autres dispositions qui ont été adoptées la dernière, le 24 mars dernier. Décidément, on poursuit. Alors, je transmets une question un peu longue de Patricia Béloir, mais peu importe, on sent bien que la situation est complexe. Bonjour, je suis propriétaire des murs d'une brasserie à Lille. Le locataire a décidé de ne pas payer les loyers Covid. Il avait pourtant eu un début de négociation en mars 2020, car il avait demandé des délais que j'avais accordés. Puis, sans préavis, il a décidé de ne plus payer, invoquant la force majeure. J'ai mandaté un huissier visant la clause résolutoire du bail. Le locataire m'a assigné pour que soit prononcée la nullité du commandement et que les loyers Covid soient jugés non exigibles. Quelles sont mes chances de récupérer ces loyers? Merci, point d'exclamation. Donnez un peu d'espoir, maître. Alors, je vais vous en donner et je pense que c'est une bonne chose d'avoir, pour le locataire, assigné en opposition à ce commandement, parce que l'affaire va venir devant le juge du fond. J'aurais répondu à Madame Belloir, n'allez pas devant le juge des référés, parce que devant le juge des référés, vous allez vous faire renvoyer à vos études et on va vous dire il y a une contestation sérieuse parce que le locataire invoque la force majeure, le défaut de délivrance, le sais-je encore, la disparition de la photo, etc. Toutes les décisions de référé, disons 85% des décisions de référé que nous avons, sont des contestations sérieuses. On en a un certain nombre qui condamnent. En revanche, aujourd'hui, on voit la jurisprudence s'orienter en ce qui concerne les juges du fond. Et là, elle va être devant le tribunal judiciaire de Lille. On voit les juridictions du fond prononcer des condamnations. Prononcer des condamnations à l'encontre des locataires au paiement des loyers, sauf si, je le répète, on est dans la période qui a commencé le 17 octobre, mais on a un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février qui est extrêmement important et dont je donnerai les références à ceux qui voudront bien me les demander, seront évidemment à leur disposition. Jugement du tribunal de Paris qui a écarté l'exception d'une exécution en disant le bailleur ne garantit pas l'achalandage au locataire et ne lui garantit pas non plus la stabilité du cadre normatif.
Et puis, on a également des décisions de la Cour d'appel de Paris et de la Cour d'appel de Lyon, mais statuant en référé, écartant la force majeure. Alors, ça signifie que aujourd'hui, après cette première vague de décisions qui ont été rendues en référé ou de décisions qui ont été rendues par les juges de l'exécution sur des saisies conservatoires qui avaient été faites et qui étaient plutôt défavorables aux bailleurs, on voit la jurisprudence s'orienter dans un sens qui est plus favorable et qui condamne, puisque nous avons déjà au moins sur le fond des décisions qui nous disent qu'il n'y a pas de force majeure et qui nous disent qu'il n'y a pas d'exception d'inexécution de la part du bailleur. Bien. Alors, on reviendra vers vous, maître, pour des questions d'ordre juridique. Juste une réflexion d'Hervé à Paris qui nous dit: bonjour, par principe, pouvez-vous juste rappeler que la matière est complexe, ça je m'en étais aperçu, que les dispositions ne sont certainement applicables que dans le cadre d'une décision passée en autorité de la chose jugée en dernier ressort. Actuellement, ça n'est pas le cas et on a des contentieux au fond qui se multiplient, et bien distinguer aussi les loyers des ERP de ceux des bureaux. Voilà, donc ça c'est ce que nous dit Hervé, il avait envie de dire ça, je suis juste son porte-parole. Visiblement, des choses jugées, vous en avez eu vous aussi, maître Blatter. Hein. Eh ben, je pense qu'Hervé a parfaitement raison de faire la distinction entre les décisions qui ont été rendues en référé, que j'ai exposées, les décisions qui ont été rendues au fond, que j'ai exposées, et effectivement, je ne vais pas dire les ERP et les bureaux, parce que les ERP peuvent être des bureaux également, mais les locaux qui ont fait l'objet d'interdiction d'accueil du public et les bureaux qui n'ont pas fait l'objet d'interdiction d'accueil du public et pour lesquels, alors là, il est absolument incontestable que le locataire serait tout à fait malvenu à invoquer la crise du Covid pour s'exonérer du paiement des loyers. Hervé a parfaitement raison là-dessus. Alors, des questions qui vont concerner Patrick Colomer, question d'expertise, et puis évidemment nos amis de l'UNIS. Question qui concerne l'impact de la crise sanitaire sur la valeur locative. Quels sont les secteurs d'activité qui sont le plus impactés par la crise Covid? Est-ce que ce sont les commerces, les bureaux? Quel est l'impact du télétravail? Est-ce qu'on a déjà un regard, suffisamment de recul pour ça? Alors, en fait, les commerces les plus impactés, paradoxalement, ce sont ceux qui fonctionnaient le mieux avant cette crise sanitaire. Je vous rappelle qu'on avait déjà une crise avant la crise sanitaire au niveau des commerces. Et en fait, ce sont la restauration et l'hôtellerie qui, eux, aujourd'hui, sont le plus impactés, puisque ce sont ceux qui n'ont plus de clients. Hein. Maintenant, en matière de commerce, on pourrait dire que tous les commerces sont impactés, sauf les commerces qui sont restés ouverts et les commerces de proximité. Puisque, en fait, aujourd'hui, les gens consomment plus près de chez eux, puisqu'ils ont été confinés chez eux et ils télétravaillent près de chez eux. Après, on a plusieurs types d'immobilier, on y reviendra tout à l'heure, et les différents types d'immobilier fonctionnent différemment, et en fonction des secteurs géographiques, ça fonctionne aussi différemment. Donc, c'est un petit peu compliqué de généraliser ce qui baisse, ce qui monte, sauf dans la restauration et l'hôtellerie, où là, c'est très compliqué. Jean-François Trabli, ce mot que je déteste, en province, comme si il y avait la capitale et les provinces, comme si la capitale ne faisait pas partie des régions françaises comme les autres. Alors, comment ça se traduit chez vous, par exemple, à Bourg-en-Bresse, la capitale? Ça se traduit effectivement par un marché qui évolue. Alors, j'aurais tendance, moi, à opposer non pas Paris et province, alors Paris restant quand même un petit peu à part, mais les grandes métropoles avec les villes un peu plus moyennes. Je pense que Patrick Colomer sera d'accord avec moi, où on a effectivement une sorte d'exode des grandes métropoles. Moi, je le vois avec Lyon qui est à proximité ou avec Genève qui est aussi à proximité, où on s'est retrouvé dans nos petites villes de province ou dans nos régions avec une attraction des citadins qui veulent absolument venir, je dirais, vivre à la campagne ou dans une campagne tout à fait relative, avec effectivement une augmentation du prix de l'immobilier d'habitation de 15 à 20%. C'est ce qui a été un petit peu constaté dans l'Ain, et encore plus que 15 à 20% quand on est vraiment à proximité de l'agglomération lyonnaise. Nous, à Bourg-en-Bresse, on est déjà à 60 km, on a déjà 20% d'augmentation des prix. Ça s'est ressenti. Alors, sur la partie
immobilier de commerce ou de bureau. On a aussi cet effet télétravail qui va jouer, puisque le télétravail du Lyonnais, entre guillemets, va se ressentir sur l'immobilier d'habitation de la partie campagne qui est autour ou petite ville qui est autour. Et ça va être la même chose à Paris et en banlieue, et Denis me le confirmera vraisemblablement et Patrick également. Mais on a cet effet-là, et on a dans nos petites villes de province où on a du télétravail qui se met en place, on a aussi un recentrage d'entreprises qui vont certaines trouver plus petits en disant ben voilà, je vais recentrer. Alors ça commence à se ressentir un petit peu, hein. Ce n'est pas dans des grandes proportions, mais on a des mouvements d'une surface de bureau à une autre surface de bureau. Des gens vont prendre plus petit, certains vont prendre plus grand en recentrant une partie de leur personnel qu'ils avaient sur plusieurs sites, le recentrer sur un seul site, mais avec du télétravail. Donc, on a quand même du mouvement et on a un marché qui bouge. Voilà. Qui est encore incertain et difficile à cerner. En tout cas. Voilà. Mais en fait, je vous confirme que les centres-villes se vident. Ça, c'est un phénomène qui est très marquant. Pourquoi? Parce que le mètre carré en périphérie coûte moins cher. Vous passez plus de temps chez vous, donc vous cherchez plus d'espace. Et avec le télétravail, donc vous passez plus de temps chez vous, mais vous allez moins souvent au bureau. Donc, vous cherchez à gagner en qualité de vie et surtout en mètre carré. Et ça, c'est un phénomène qui est très marquant et qui n'est pas un phénomène que l'on constate que dans Paris, que l'on constate dans toutes les grandes métropoles. Alors, je précise à tous nos amis qui m'envoient des questions en lien avec les problèmes de recouvrement de loyers, etc., que je ne les oublie pas et que je reviendrai à la charge sans doute auprès de Maître Blatter tout à l'heure pour poser ces questions. Autre question qui peut vous intéresser, Patrick. Je considère qu'avec la crise sanitaire, la valeur de mes biens a baissé. Est-ce que c'est le moment de faire une donation à mes enfants pour éviter des frais de succession trop importants? Alors là, il faut être très, très prudent, puisque, en fait, l'administration fiscale raisonne par comparaison avec des ventes au mètre carré. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une baisse significative des valeurs locatives, on y reviendra tout à l'heure, mais en fait, cette baisse des valeurs locatives, paradoxalement, n'entraîne pas une baisse des valeurs vénales, puisque l'immobilier constitue une valeur refuge. Pourquoi l'immobilier constitue une valeur refuge? Parce qu'on a une création de masse monétaire qui a été très importante, qui est supérieure à 10% en zone euro et 20% en zone dollar. On s'aperçoit que le lingot d'or a augmenté, que le bitcoin a augmenté, et aujourd'hui, les gens ne cherchent plus tellement le rendement, mais cherchent la sécurité. Et moi, tous les jours, des clients me disent « on veut donner aux enfants, ça a baissé de combien ?» Eh bien, on voit qu'en habitation, à Paris, ça ne monte plus, ça c'est très net, mais en périphérie, ça augmente. En matière de bureaux, je vais vous résumer la situation, c'est difficile à louer, c'est facile à vendre. Ce qui peut paraître paradoxal. Et après, il faut vraiment faire du cas par cas, mais soyez très prudents dans le cas des donations, puisque l'administration fiscale ne raisonnera pas en termes de rentabilité, en appliquant des taux, elle raisonnera uniquement par comparaison. Et aujourd'hui, le marché immobilier est très soutenu. Autre question. Pour les locaux. Oui, allez-y, Denis. Patrick, tu as cité les bureaux, l'habitation, mais pas les locaux commerciaux. Oui, alors justement, en matière de boutique, là, on constate aussi un phénomène qui me surprend, où on pourrait dire que ça a arrêté de monter, ça commence à baisser, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui cherchent à acheter des murs, y compris de boutiques. Donc, il n'y a pas d'effondrement, en clair. Est-ce qu'un rebond est envisageable et envisagé? Est-ce que c'est le moment d'investir dans certains secteurs? Quels conseils est-ce que je peux donner à mes clients sur d'éventuelles opportunités d'investissement, les uns et les autres? Vous avez quelle piste à donner dans la période incertaine qu'on est en train de... On parle de rebond, mais il y aura forcément un rebond un jour. Sur quoi il sera? On parle beaucoup aujourd'hui de l'investissement dans la logistique. Bon, je parle de l'immobilier d'entreprise. C'est vrai que la logistique, elle va en poupe, et on voit effectivement se développer des investissements sur des plateformes logistiques. Comme le disait
comme le disaient Denis ou Patrick, bon, les centres-villes se vident, le centre-ville des grandes villes se vide, certes. Les locaux commerciaux sont en perte de vitesse sur la plupart des villes également, mais oui, on voit des gens encore investir dans des murs commerciaux et vouloir investir dans des murs commerciaux, on en a tous les jours et encore aujourd'hui, personnellement, j'en ai eu. Forcément, c'est des gens qui parient sur un rebond, quoi qu'il arrive. Donc, analyse, Patrick? En fait, mon analyse, c'est qu'après chaque grande crise ou après chaque guerre, il y a eu un rebond. Et aujourd'hui, on a deux thèses qui s'affrontent. On a la thèse qui dit qu'on aura un rebond qui sera très important puisqu'on aura un consumérisme important après un manque. Il y a une autre thèse qui dit qu'on aura moins de consommation parce qu'on va devenir responsable. Toujours est-il qu'il y a une paupérisation très nette et très importante qui est liée à cette crise. Il suffit de vous promener dans la rue pour voir une pauvreté qu'on ne voyait pas avant. Donc oui, il y aura un rebond, ça c'est certain. Après, on ne va pas revenir à la situation comme avant. Et en fait, si vous voulez, nous, on a tendance à dire on connaît les valeurs ante-Covid. Aujourd'hui, il n'y a plus de marché. La valeur post-Covid sera dégradée par rapport à la valeur ante-Covid. On pense 15-20% en matière de valeur locative, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marché, donc c'est beaucoup moins, puisque un des problèmes qu'on a, et surtout lié au commerce, c'est que les banques ne financent plus. Les banques vont financer d'habitation, mais si vous avez du commerce ou des bureaux, vous allez avoir beaucoup de difficultés à obtenir des financements auprès des banques. Or, je vous rappelle que le financement de la banque, c'est l'essence qui fait avancer la voiture. Donc, s'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de financement. Et ça, si vous voulez, c'est un phénomène marquant, sachant qu'aujourd'hui, on rentre vraiment dans le dur, là, sur février, mars, avril. Et ce qui est le plus inquiétant, en fait, c'est la montée du chômage, puisque aujourd'hui, on a une relative stabilité liée à la perfusion de l'État, mais le marché des bureaux est plus impacté par les destructions d'emplois que par le télétravail. Si vous prenez l'exemple de l'Île-de-France, où en 2019, il y a eu 2 300 000 m² de bureaux placés, en 2020, 1 100 000 m², donc on voit quand même qu'on a un écart d'1 200 000 m². Ce n'est pas le télétravail, c'est quoi? C'est qu'on a eu 100 000 destructions d'emplois. Si vous raisonnez sur 10 m² par emploi détruit, ça fait 1 million de mètres carrés. Et donc, le plus inquiétant, si vous voulez, on aura un rebond en période post-Covid, mais avec un pays appauvri et une crise sociale qui existait avant le Covid et qui risque de s'accroître. Donc, je n'ai jamais été très pessimiste, mais on ne va pas revenir comme avant. Et le problème essentiel qu'on a tous, c'est quoi? Le problème essentiel, c'est qu'on ne connaît pas la date du mot fin. On ne sait pas quand cette crise va se terminer. Et ça, c'est le principal problème. Patrick, merci pour avoir distillé cette envie de vivre dans les mois qui viennent. Mais bon, j'ajouterais simplement qu'à Paris, on attend avec impatience le retour du tourisme. Oui, alors ça, c'est un autre sujet. Alors, je reviens, si vous le voulez bien, sur les questions du début et je vais demander à Jean-Pierre Blatter d'actionner sa caméra parce que je pense qu'il va falloir, mais s'il me promet d'être rapide, parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir. Donc, on a Carole qui est dans le Rhône et qui nous dit « Un preneur à bail ayant décidé de minorer le règlement des loyers durant la première période de confinement en s'appuyant sur les conditions de suspension du paiement du loyer prévues dans le bail, est-il autorisé à le faire ?» Il faut voir le bail. Il faut voir le bail. Réponse rapide, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bénédicte à Paris, si je comprends bien, on ne peut engager aucune procédure, faire aucun CDP à aucun locataire pour les loyers depuis le 17 octobre, tout au moins pour toutes les entreprises dont l'activité est contrainte par des mesures comme le couvre-feu par exemple. Oui, pour les loyers dus depuis le 17 octobre. Je pense que ça n'interdirait pas d'agir pour des loyers dus antérieurement au 17 octobre. Mais pour des loyers d'une période d'occupation commençant à courir le 17 octobre, on ne peut rien faire. Question fiscale de Patricia. Est-ce qu'il y a un avantage fiscal à abandonner le loyer de novembre 2020 ? Y a-t-il un espoir que cet avantage soit renouvelé sur 2021 sur un ou plusieurs mois ? Alors, oui, il y a l'avantage fiscal puisque l'État a instauré un crédit d'impôt en faveur des bailleurs qui auraient consenti un abandon
de la totalité ou d'une partie du loyer du mois de novembre, loyer hors charges et taxes. Mhm. Il y a certaines conditions Ah. à cela, certaines conditions liées au locataire. Il faut qu'il ait un effectif inférieur à 5000 personnes. Il ne faut pas qu'il soit en difficulté. Il ne faut pas qu'il soit en difficulté au 31 décembre 2019. Il ne faut pas qu'il soit en liquidation judiciaire au 31 mars 2020. Et en outre, il y a une condition qui est liée à la Communauté européenne qui interdit des abandons en faveur d'entreprises au-delà d'un certain montant. Donc, le locataire ne doit pas bénéficier, sur tous ses bailleurs confondus, d'un abandon de loyer supérieur à 1,8 million. À 1,8 million, c'est ça. Alors, écoutez, on a rarement eu autant de questions. Maya nous dit, les bailleurs sont-ils tous éligibles à l'exonération des loyers commerciaux du mois de novembre 2020 avec le crédit d'impôt d'1 mois pour le bailleur? Non. Il faut qu'il réponde à certaines conditions, dont celles que je n'ai pas citées. C'est le fait qu'il ait été fermé administrativement. La question, c'était les bailleurs sont-ils tous éligibles? Ce n'est pas le locataire, Denis. Pardon. La question, c'était les bailleurs sont-ils éligibles? Ah, les bailleurs, oui, tous les bailleurs, pardon. Oui, c'est pour ça que je me permets de rectifier. Tous les bailleurs, donc personnes privées, personnes morales, associées de SCI. Après, je poursuis. Mon locataire me demande une baisse exceptionnelle de loyer. Si j'accepte, est-ce que je pourrais un jour retrouver mon loyer d'origine? Je réponds volontiers à la question. Oui, à la condition de le faire dans un protocole correctement rédigé, prévoyant que la baisse qui est consentie est exclusivement provisoire, en déterminant très exactement la période et en énonçant que, passé cette période, le bail reprend purement et simplement ses effets. Il n'y a pas de difficulté pour rédiger un protocole de cette nature. En tout cas, il faut être très vigilant sur la rédaction de ce protocole. Sûrement, oui. Gaby, je souhaiterais compléter la réponse sur le crédit d'impôt du mois de novembre. Il ne peut bénéficier que si le locataire a été soit fermé administrativement, soit fait partie d'une liste, soit dépend, soit son activité figure dans une liste qui a été annexée à un décret. Dans cette liste, on retrouve les activités d'agences de voyage, notamment. Alors, il y a tout ce qui tourne autour du café, hôtel, restaurant, activités de tourisme. Mais on trouve donc des activités comme l'agence de voyage, agence de mannequins, galeries d'art, qui elles ont été fermées. Mais on voit que dans cette liste, on peut avoir des entreprises qui n'ont pas été fermées administrativement et qui peuvent même exercer en bureau. On a par exemple la régie publicitaire de médias. Autre question. Bonjour, est-ce que les agents… Gaby, je fais une précision. On parlait justement d'un protocole. Je tiens à signaler à nos auditeurs et spectateurs que sur le site de l'UNIS et dans l'extranet, on a fait des modèles, notamment de protocoles entre guillemets Covid, qui sont donc à disposition des adhérents pour servir de base à un protocole qu'ils pourraient passer au nom de leur bailleur avec les différents locataires. On a par ailleurs une difficulté, c'est qu'on devra justifier aux impôts le fait que le locataire réponde aux différents critères qu'on a cités. Donc, on va être amené à leur demander de justifier de cela et on a préparé à l'UNIS une sorte d'attestation dans laquelle le locataire indique qu'il remplit les conditions. J'enchaîne. Est-ce que les agences immobilières font partie des établissements fermés au public éligibles au crédit d'impôt sur abandon de loyer en novembre 2020 ? Partout à TIS, nous sommes aussi des commerçants finalement, nous dit cet ami qui nous envoie ce message. Est-ce que les agences immobilières font partie des établissements fermés au public éligibles au crédit d'impôt? Alors, on ne les trouve pas dans la liste. On les trouve pas dans la liste annexée au décret. En revanche, elles ont pu avoir fait l'objet d'une fermeture au public. Alors, une question très précise. Un locataire restaurateur demande une baisse de loyer dans le cadre de la révision triennale.
Il justifie sa demande en expliquant qu'autour de lui, de nombreux commerces ont ou vont fermer en raison de la crise. Est-ce que je suis obligé de lui accorder cette baisse de loyer? Obligé, non. Contraint par le tribunal, peut-être, mais il faut rappeler les conditions de la révision triennale, la révision légale. C'est une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, entraînant par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative. Donc, trois conditions. La modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, la baisse de la valeur locative de plus de 10% et la relation entre l'un et l'autre. Alors, on peut penser, et c'est aux experts qu'il faut poser la question, on peut penser que la désertification totale et irréversible d'une rue peut constituer effectivement une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Est-ce que c'est de nature à entraîner une variation de plus de 10% de la valeur locative? Oui, peut-être. Patrick, tout à l'heure, évoquait des baisses de 10 à 15%. Pour cela, de toute façon, il va falloir que le locataire fasse une demande de révision et engage une procédure devant le juge des loyers en faisant un mémoire, en faisant une assignation, et le juge des loyers va ordonner une expertise. On reviendra ensuite devant le juge des loyers après que l'expert aura déposé son rapport. C'est-à-dire que le chemin pour parvenir à cette baisse de loyer, qui certes sera rétroactive puisque le locataire aura pris date en faisant sa demande de révision, le chemin pour y parvenir est tout de même relativement long. Mais je n'ai pas d'obligation sur la seule demande du locataire de lui accorder une baisse irrévocable de loyer. La charge revient à qui? La charge revient au locataire? La charge revient au locataire. Voilà. En revanche, cette demande de révision va peut-être être l'occasion pour les parties de renégocier quelque chose, de renégocier les modalités de leur contrat. Pourquoi pas? N'oublions pas que le statut des baux commerciaux privilégie l'accord entre les parties. Là, on est dans le cadre de la révision triennale, dans le cadre du renouvellement du bail. Alors, dans le cadre du renouvellement du bail, je n'ai pas de preuve à rapporter. Si la valeur locative a baissé, le loyer sera fixé à cette valeur locative qui a baissé par rapport au loyer qui était payé jusqu'à la date du renouvellement. Mais Patrick, dans la révision triennale, il y a des conditions très strictes. Patrick, est-ce que vous êtes déjà sollicité pour ce genre de situation, évaluer la valeur locative dans la rue, etc.? Alors, nous, on est beaucoup sollicité justement dans le cadre de révision en cours de bail. Et moi, le message que je donne aux locataires, c'est qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut attendre d'être recevable. Et on a vu ce que Maître Jean-Pierre Blatter vient d'expliquer, que c'est très restrictif puisque c'est une modification matérielle. Matériel, c'est quoi? Effectivement, le fait qu'il y ait des boutiques vides, c'est considéré comme présentant un caractère matériel, que ce soit la vacance des boutiques ou des bureaux. On a aussi des créations de stations de métro ou de tramway. On a des constructions nouvelles. On a des zones piétonnes. On a des constructions nouvelles ou des transformations mobilières. Tout ça, c'est matériel. Alors, si vous avez la chance d'habiter dans Paris ou dans une ville dirigée par un maire écologiste, je pense à Poitiers, je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, les maires écologistes, ils créent ce qu'on appelle des pistes cyclables. Et on a l'exemple de la rue de Rivoli à Paris, où il y a une énorme piste cyclable qui a été créée. Alors, d'un certain côté, vous êtes locataire, vous êtes content parce que ça rend l'action recevable, mais d'un autre côté, il n'y a plus de clients. Donc, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais donc, le message que moi, je donne tous les jours aux locataires quand ils m'appellent, il faut être dans le bon timing pour être recevable. Il ne faut pas se précipiter. Alors, ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on s'aperçoit que le code de commerce n'est pas adapté à une crise aussi profonde que ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que s'il faut attendre que les boutiques soient vides, donc que tout le monde ait fait faillite et qu'il y ait de la vacance pour être recevable, on sait que plus il y a de boutiques vides, plus cela alimente la baisse des prix. C'est la loi de l'offre et la demande. Et c'est vrai que c'est un vrai problème auquel on est confronté aujourd'hui, sachant que si on n'a pas tant de boutiques vides, bien que ça commence à arriver, c'est parce que justement l'État a considérablement aidé les commerçants
Et en poussant même le raisonnement plus loin, on a des commerçants qui auraient dû mourir et qui ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la perfusion de l'État. Il y a eu moins de faillites l'année dernière. Mais en fait, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de droits de bail à céder. On commence à voir des boutiques vides parce qu'ils ne peuvent pas céder leurs droits de bail. Ils n'ont plus de clients, donc ils rendent des clés. Mais le message que je donne pour être recevable, attendez qu'il y ait une modification matérielle. Donc, je me répète, une piste cyclable, c'est matériel. Attendez qu'il y ait des boutiques vides, mais il ne suffit pas qu'il y ait une modification matérielle. Il faut que cette modification matérielle ait entraîné par elle-même une baisse de plus de 10% de la valeur locative. Donc, il ne faut pas que l'élément matériel. Il faut préciser, si vous le permettez, il faut préciser que l'interdiction d'accueillir du public pendant un certain temps ne peut pas être considérée comme une modification matérielle. C'est une modification temporaire juridique, mais ce n'est pas une modification matérielle. Donc on ne peut certainement pas asseoir une action en révision triennale sur les périodes de confinement. Sur leurs conséquences, telles qu'elles sont décrites par Patrick, oui, mais sur la période de confinement, sûrement pas. Alors, et en fait, excusez-moi juste de compléter très court, en fait, ce qui va se passer, ça ne nous intéresse pas. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, on dit, moi j'ai encore des clients qui m'ont appelé pour me dire, il va y avoir une station de métro qui va ouvrir, donc on va déplafonner maintenant. Ben, je dis non, vous déplafonnerez quand elle sera ouverte, mais pas en amont. Bien sûr. Alors, une question qui peut-être concerne Denis Génito, c'est Isabelle qui la pose. La confirmation de crédit d'impôt est intervenue fin novembre. Certains bailleurs ont consenti à cette franchise de loyer hors charge et hors taxe début décembre, mais trop tard pour le faire apparaître dans nos livres pour novembre. Pourront-ils quand même prétendre au crédit d'impôt? Si l'abandon a été accordé en décembre, donc c'est donc en 2020, il pourra être effectif dès la déclaration d'impôt prochaine. Il va être, oui, ça revient au même. Il a été fait en décembre ou en novembre, ça revient au même. En revanche, si l'abandon a été consenti en 2021, on ne pourra utiliser le crédit d'impôt que l'année prochaine. Faut-il accepter les demandes de baisse de loyer des enseignes nationales de 25%? Patrick. Alors, en fait, c'est très simple. En fait, si vous voulez, la première question à se poser, quand un locataire vous demande une baisse de loyer, ce n'est pas de raisonner comme ça a été fait par rapport à la qualité du locataire ou la qualité du propriétaire. Où moi, j'ai des clients qui m'ont dit le propriétaire, c'est sa retraite, c'est un indépendant. Donc, on va payer parce que c'est la retraite de la personne physique, ou le locataire, c'est un indépendant. Donc, voilà, ce n'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est de raisonner par rapport à la valeur locative. Est-ce que votre loyer, il correspond à la valeur locative? Est-ce qu'il est supérieur à la valeur locative ou est-ce qu'il est inférieur? Il est évident que si vous avez un loyer qui est supérieur à la valeur locative, si vous ne faites rien, votre locataire, il va vous rendre les clés, il va faire faillite et vous allez vous retrouver avec une boutique vide sur les bras. Je vous rappelle que l'immobilier coûte de l'argent quand il n'y a pas de locataire. Il faut payer la taxe foncière, il faut payer les charges. Donc, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, vous êtes tous des spécialistes. Donc, c'est un immobilier qui coûte. Donc, le but, c'est quand même de garder un locataire. La question, c'est que quand j'ai un loyer qui est inférieur à la valeur locative, si mon loyer est inférieur à la valeur locative, vous allez me dire que moi, je n'ai aucun intérêt à consentir des réductions de loyer puisqu'il paye moins cher que ce que ça vaut. Sauf que c'est peut-être pour vous le moyen de préparer l'avenir et de se dire, moi, aujourd'hui, mon locataire me demande une aide ponctuelle. Ça implique peut-être de prévoir l'avenir, c'est-à-dire de prévoir un ajustement à la valeur locative post-Covid, sachant qu'on ne sait pas quand cela interviendra, on ne connaît pas son niveau. Si vous avez un loyer, une valeur locative de 100 000 euros, que le locataire paye 30 000 euros, il paye quand même un loyer pas cher. Il vous demande une baisse de loyer. Pourquoi baisser un loyer alors que ça vaut 100 000? Ou plutôt, ça valait 100 000. C'est peut-être le moyen de prévoir un déplafonnement, de prévoir des transferts de charges, d'optimiser quand on est administrateur de biens en préparant l'avenir son bail. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut vraiment faire du cas par cas, mais la question essentielle à se poser, c'est où je me situe par rapport à la valeur locative. Et je vous rappelle qu'il y a deux valeurs locatives. On a la valeur locative de marché, qui est la valeur locative maximum pour un local libre de location.
et on a la valeur locative statutaire, qui est une valeur locative minorée. Alors, quand je dis minorée, c'est moins 10, moins 20, moins 30, ça peut aller jusqu'à moins 50 sur les belles artères. Pourquoi cette valeur locative est minorée? Parce que c'est une valeur locative qui va tenir compte des différents niveaux de prix couramment pratiqués dans le voisinage. C'est-à-dire que ce n'est pas une valeur locative qui va retenir uniquement les prix de marché, c'est une valeur locative qui va prendre tout ce qui se passe. Et si on prend tout ce qui se passe dans une rue, on n'est pas à la valeur locative maximum. Donc, ça veut dire que l'administrateur de biens, il peut chercher à prévoir une valeur locative de marché ou du code de commerce au cas par cas, étant précisé que ni le bailleur ni le locataire connaissent la valeur locative de demain. On présume une baisse de 15-20% par rapport à la valeur anté-Covid, mais je vais vous dire quelque chose, il faut être modeste, personne n'en sait rien. Alors, est-ce que vous me promettez tous de répondre assez rapidement à la question que je vais vous poser? Un bailleur a accordé un abandon du loyer sur le mois de novembre 2020 à hauteur de 50%. Pouvez-vous me confirmer qu'il aura le droit au crédit d'impôt, bien que ce ne soit pas un abandon de 100% du loyer? Oui, je vous le confirme. Un abandon partiel, tout à fait. Oui, donc ça, c'est acté. Le crédit d'impôt sera proportionnel à l'abandon, mais oui, tout à fait. Et quelles sont les obligations déclaratives? Alors, les textes prévoient une déclaration. Évidemment, il faut faire savoir au fisc le montant des impôts, des loyers abandonnés. Donc, il est prévu. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on n'a pas encore les textes, on n'a pas encore les formulaires. On l'a pour les 2072, donc les SCI. On a juste à remplir une case qui nous demande le montant des loyers abandonnés. Et en fait, je pense qu'on aura la même chose sur la déclaration de revenus fonciers personnels. On n'a pas encore le modèle, mais ça sera, je pense, le montant qu'on aura abandonné. Et on a par contre le formulaire pour les sociétés soumises au BIC. Et là, on a juste à indiquer, c'est un formulaire spécifique crédit d'impôt, on a indiqué le montant du crédit d'impôt. Donc, c'est assez simple. Par contre, il vaut mieux avoir dans son dossier l'attestation du locataire qui permet de justifier qu'on répond bien aux critères. Une question qui est intéressante, je trouve. Est-ce que je dois, au regard du contexte actuel, conseiller à mes clients de réorienter leur portefeuille et de se désengager notamment des bureaux ou des commerces pour aller vers d'autres produits? Est-ce que ce soit Jean-François Trabli ou Patrick Colomer, est-ce que vous avez des conseils à donner? Il est urgent d'attendre. Moi, ce serait peut-être mon point de vue. On disait avec Patrick tout à l'heure qu'il y aurait un rebond. Quel sera-t-il? Il y a toujours des rebonds après les crises. Donc, est-ce qu'il sera positif, négatif en fonction des biens? Par rapport à l'instant T auquel on parle, tout ce qui a baissé forcément remontera. Enfin, je pense que c'est Patrick. Oui, alors pour apporter un petit complément, en fait, en matière de boutique, on avait les loyers les plus chers sur les plus belles artères avec des enseignes nationales ou internationales qui pratiquaient essentiellement la vente dans les boutiques. Aujourd'hui, cette crise sanitaire est un accélérateur de tendance et on voit qu'on a de plus en plus de commerce sur Internet. Donc, on sait que le mètre carré relationnel se loue moins cher que le mètre carré transactionnel. Donc, nous, experts, alors peut-être qu'on se trompe, mais on est quasi sûr qu'on ne retrouvera pas sur les grandes artères les niveaux de loyer qu'on avait avant. Quand vous aviez des loyers à 2 ou 3 000 euros le mètre carré, ça va être compliqué. Ça, c'est pas à Bourg-en-Bresse, hein? Non, c'est pour ça que… Voilà, mais si vous allez à Cannes, si vous allez à Toulouse, si vous voulez, c'est vrai que donc c'est pour ça que ces loyers très chers sur les très belles artères, déjà, on s'aperçoit qu'on a des formats de surface qui sont plus petits, puisque aujourd'hui, c'est plus des mètres carrés pour vendre, ce sont des mètres carrés pour communiquer. Donc, moi, je vous dis, si vous avez des boutiques avec des loyers raisonnables, y compris en centre-ville, là, vous allez vous y retrouver. Mais attention, ce qui va aller le plus cher est le plus affecté. Et on le voit également dans les centres commerciaux, ou dans les centres commerciaux qui étaient les mieux gérés et qui avaient des loyers très élevés, ce sont ceux qui souffrent le plus. Mais nous, on pense qu'on ne va pas retrouver en matière de commerce
des loyers aussi élevés dans les emplacements qu'on qualifiait de prime. En matière de bureaux, on assiste à une réduction de surface puisque le télétravail, ça sera entre 2 et 3 jours par semaine. On n'aura pas 100% de télétravail parce que, en fait, si vous voulez, les gens ont besoin de se rencontrer. Et moi, je vois même dans mon bureau, j'ai mis le télétravail en place. Ils s'arrangent pour tous venir le même jour pour se voir. Et ils Mais ça, travaillent c'est chez pour vous eux. voir aussi, c'est pour voir le patron, c'est normal. Voilà. C'est une espèce de fidélité Voilà. à la hiérarchie. Mais par contre, c'est sûr que moi, mes clients qui avaient 18 000 m² se replient sur 14 000 m². Et en fait, si vous voulez, paradoxalement, je pense que les grandes surfaces seront moins recherchées et les petites surfaces plus recherchées. C'est un phénomène qui était déjà amorcé avant la crise d'ailleurs, ça, hein. Les bureaux nomades, etc. etc. C'est un accélérateur de tendance, une crise. Évidemment. Alors, juste pour vous préciser que nous sommes 1196 connectés à l'instant présent, ce qui quand même est assez impressionnant et montre à quel point le sujet intéressé. On se dirige vers la fin de ce rendez-vous. Je voudrais revenir presque à ce que vous disiez au tout début, Jean-Pierre Blatter, tout à l'heure. Quand vous avez appelé ça l'adresse de Emmanuel Macron tout à l'heure, l'adresse, c'est une expression quand même monarchique, hein, je m'adresse au peuple. Et donc, en fait, vous disiez, non, il n'était jamais question d'abandonner les loyers, d'autant que des aides ont été accordées aux entreprises précisément pour payer ces loyers. Et les dispositifs sont nombreux. Lequel d'entre vous peut rappeler assez rapidement quels sont les dispositifs mis en place et qui justifient que le locataire peut payer? Un mot simplement sur l'adresse aux Français. C'est le titre qui a été donné par l'Élysée à ce l'adresse aux Français. C'est vrai. Maintenant, je laisse. Alors, qui peut nous rappeler on connaît le PGE, mais il y a une mesure qui est importante, c'est le Fonds de solidarité. Alors, c'est vrai que c'est important parce que lorsqu'un locataire vient nous voir en nous disant « je ne peux pas payer le loyer », on est un peu à court d'arguments parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il a dans ses chiffres, on ne sait pas quelle est son activité. Quand il est fermé administrativement, bon, c'est clair, et quoi qu'il peut faire du click and collect, quoi qu'il peut faire de la vente par Internet. Donc, en fait, on aimerait savoir ce dont il bénéficie au titre des aides du Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, c'est 20 milliards qui ont été attribués aujourd'hui à pratiquement 2 millions d'entreprises. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller voir dans le détail sur le site des impôts parce que les règles du jeu changent tous les mois. Donc, il faut tous les mois aller voir les critères du mois précédent pour savoir si le locataire peut bénéficier des aides. Et en fait, les aides sont ouvertes à beaucoup de monde. Pour tous ceux qui ont fait, alors par exemple pour février, tous ceux qui ont fait l'objet d'une ferme administrative, évidemment, mais également tous ceux qui relèvent du secteur qu'on appelle S1. Donc ça, c'est 78 secteurs d'activité qui ont fait une perte de 50, qui ont une baisse de 50% du chiffre d'affaires entre 2020 et 2019 ou entre février 2019 et février 2020. C'est également tous ceux qui relèvent du secteur S1 bis. Et ça, c'est 129 secteurs d'activité. Là aussi, s'ils ont perdu 50% du chiffre d'affaires, ils ont droit à 80%, ils ont droit à 70% de leur chiffre d'affaires ou plafonné à 200 000 euros, ou bien ils ont droit à 10 000 euros. Donc, il faut en fait, le problème, c'est qu'on a du mal à obtenir justification du locataire des démarches qu'il a pu accomplir et du résultat de ces démarches. Mais il faut bien avoir en tête que le Fonds de solidarité peut les aider à payer le loyer. On a une nouvelle mesure qui a été annoncée, qui est la prise en charge des coûts fixes des entreprises. Donc là encore, je vous renvoie au site des impôts, au site de Bercy. Mais qui concerne les entreprises de taille plus importante, hein, avec des chiffres d'affaires tout à fait. Là, c'est un chiffre d'affaires d'1 million d'euros mensuel. Voilà. Mais les critères peuvent être assouplis parce que toutes les règles du jeu évoluent de semaine en semaine. Comme le virus, d'ailleurs. Et les effets d'annonce qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ne sont pas toujours traduits en actes. Donc, c'est vrai que c'est assez… Un mot pour compléter le propos de Denis Génito. Sur le plan procédural, lorsque vous allez être opposé à un locataire dans une procédure sur le paiement des loyers, il faut faire ce que nous faisons maintenant systématiquement, c'est lui faire sommation de communiquer les aides qu'il a reçues de l'État. Car sinon, on ne peut pas y accéder, sauf à demander l'établissement d'une expertise comptable, ce qui est beaucoup plus compliqué. Mais faire sommation d'avocat à avocat, d'avoir à communiquer les aides reçues par l'État, ça va déjà être un grand élément d'information, précisément pour connaître la nature des aides et en connaître le montant.
Bien, messieurs, puisque ce plateau était entièrement masculin et qu'une fois de plus, nous n'avons pas respecté cette parité à laquelle pourtant l'UNIS est très attachée, sa présidente en premier lieu. Messieurs, je vous remercie de votre participation. On a à la fois observé le droit dans sa complexité liée précisément à la complexité de la situation que nous vivons, mais on a aussi exploré le marché avec toutes ses incertitudes aussi, mais on a quand même vu qu'à la fois il était urgent d'attendre, même si quelques phénomènes étaient gravés dans l'histoire logique, en tout cas des choses, dans les mois à venir. Et ça, c'est Patrick qui nous l'a expliqué. Je voudrais vous remercier aussi Emmanuel Benamou qui a préparé toute cette émission, la juriste de l'UNIS, Emmanuel Fèvre qui était aux manettes et qui, comme d'habitude, a tangenté la perfection, et Géraud Delvolvé qui a relayé les questions avec la dextérité de son index sur son smartphone, avec précision et avec amitié. Merci à tous. Encore une fois, merci aux 1200 personnes qui étaient avec nous ce soir et à très bientôt pour des lives de l'UNIS. Merci à vous. Bye bye.